On repart, les amis. Donc, on a appris qu'il faut toujours privilégier le choléra par rapport à la peste. Et Bruno, tu sais qui est arrivé en premier, de l'œuf ou de la poule? Comme tout le monde. Oui, j'adore ton expression, parce que le prêt-à-penser, on dit que toutes les poules viennent d'un œuf et tous les œufs ne viennent pas d'une poule. Tous les œufs ne viennent pas d'une poule. Donc, on le sait bien. Voilà. Simple. Voilà. Donc c'est l'œuf d'abord. Et d'un seul coup, l'énigme serait s'éclaircit devant nos yeux. Voilà. C'est comme la peste et le choléra, c'est une évidence. C'est vrai. En fait, on colporte tous du prêt-à-penser. J'aime bien, moi, quand on s'interdit et on repense les choses. Radonne-moi le truc, la peste a un taux de mortalité 5 fois supérieur au choléra, globalement. C'est ça que tu nous as dit. Hein. Alors, Bruno, parce que quand je vois passer des trucs intelligence artificielle, je les mets de côté. Et là, quand même, je ne sais pas si vous aviez vu ça, cette histoire autour de Google. Donc, je lis. Alors, je lis pour vous. C'est l'article des Échos qui avait raconté ça. C'est une histoire digne d'un film de science-fiction, écrit les Échos. Un robot capable de penser et d'avoir des sentiments. C'est en tout cas ce que clame Blake Lemoine, ingénieur chez Google. Selon lui, un outil d'intelligence artificielle baptisé la MDA, Language Model for Dialogue Applications, serait doué d'une sorte de sensibilité, tout comme un enfant de 7 ou 8 ans, des affirmations qui ont valu à ce spécialiste de l'intelligence artificielle d'être mis en retrait par Alphabet. Dans un entretien au Washington Post, Blake Lemoine, qui a étudié donc les sciences cognitives et l'informatique, raconte qu'il parlait religion à son robot, que celui-ci évoquait aussi ses droits et sa personnalité. Et donc je me tourne vers Bruno Maisonnier pour savoir ce qu'il a pensé de son histoire. Par rapport à ce sujet-là, pour moi, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Il y a une question, c'est est-ce qu'un jour les IA ou les robots auront des émotions ? Il y a un sujet qui est bien sûr l'éthique par rapport à tout ce qui est robotique, IA, mais informatique, cloud et tous ces sujets-là, une question éthique. Puis après, il y a, j'ai envie de dire, la petite histoire, c'est-à-dire cette personne-là, je ne sais pas ce qu'il pense, ce qui s'est passé avec sa hiérarchie, etc. Moi, j'y crois pas une seconde qu'on soit proche de ce genre de choses. Non, mais en tout cas, d'abord, avant de réfléchir à tout, est-ce que ça te semble crédible ? Alors, donc, il a publié certains des échanges qu'il a eus avec son robot sur Twitter, dans lequel le robot se présente comme une personne, discute de l'œuvre des Misérables, ou encore évoque ses peurs. C'est du bullshit, Bruno ? Pour moi, pour toi, c'est du bullshit. Son interprétation du résultat de ce robot, de ce truc, c'est du bullshit. Ah oui, c'est ça, c'est son interprétation. Et le fait qu'il ait communiqué là-dessus, pour moi, peut créer des problématiques parce qu'il communique sur un sujet qui est très touchy, d'une façon un peu lourdingue ou un peu. Donc voilà, je peux comprendre que son employeur dise attends, non, là, ça va pas. Quoi. mais je connais pas le fond des choses. Tu connais pas le fond des choses, mais tu connais l'intelligence artificielle comme personne, enfin comme peu de gens aujourd'hui en France. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu dises ça aujourd'hui, ça n'est pas crédible. Non, c'est pas crédible. Et le fait qu'une intelligence artificielle ait des émotions comme les humains, j'y crois pas une seconde, ça viendra pas ça. Il y aura des émotions, on dotera d'émotions les robots et les IA, oui, on leur donnera la capacité d'avoir de véritables émotions. On va pas leur faire, on saura leur faire mimer, faire comme si elles avaient des émotions vis-à-vis de nous dans l'interaction. Mais on leur donnera de vraies émotions, parce que les émotions, c'est quoi les émotions fortes ? La peur, l'amour. Ça a été sélectionné par l'évolution naturelle, parce que la peur, c'est pour se protéger. Et si les IA se mettent à avoir un rôle important dans nos vies, on voudra qu'elles se protègent. Donc en fait, on va leur donner une capacité à avoir une vraie peur, mais vue de leur côté, à leur façon, pas à notre façon, pour être capable de se protéger. Et pareil, pour être capable j'ai envie de dire, d'être, faut pas que je dise d'aimer les hommes, mais d'être au service de l'humanité. En empathie. Et au service vraiment, pour le bien de l'humanité, il faudra qu'on les dote de quelque chose qui profondément va leur générer des réactions positives quand elles font du bien. Tu vois, donc oui, on va doter les IA, les robots et les machines suffisamment intelligentes d'émotions réelles. Mais c'est autre chose que répliquer, mimer les émotions, quoi. Mais je pense que c'est pas pour tout de suite, tout ça. Luc, parce que toi aussi, je rappelle, diriger le Technocentre d'Orange, enfin, t'es au cœur de tout ça, évidemment, depuis de très nombreuses années. Je confirme tout à fait ce qu'a dit Bruno. On est très loin, techniquement, de pouvoir approcher la sensibilité ou les émotions humaines. Peut-être qu'avec l'ordinateur quantique, ces choses-là seront possibles, puisque précisément le quantique permet
des réactions statistiques interprétées aujourd'hui comme aléatoires et non prévisibles. Donc pourquoi pas, mais en tout cas, en l'état de l'art de la science, clairement, c'est tout à fait à côté de la plaque. Et effectivement, c'est une réplication par une accumulation de données, un apprentissage de données gigantesques des comportements humains qui va permettre, de la même manière que des IA sont capables de dessiner un nouveau Van Gogh ou un nouveau Picasso, en intégrant tous les Van Gogh et tous les Picasso connus sur la planète, et bien de la même manière, on est capable, avec une IA, de répliquer des comportements humains, ou en tout cas de les simuler. Pareil avec les visages, les avatars, etc. On est capable de créer des nouvelles formes de visages humains qui sont tout à fait réalistes pour nous. Je me souviens c'était peut-être il y a à peu près 5 ans. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire ? Le premier, c'était des jeunes artistes qui avaient fait le premier tableau, vendu aux enchères, produit par une IA. Ce tableau m'avait bouleversé. Donc, je ne sais pas pourquoi ce tableau m'avait bouleversé, je m'en souviens très bien. Et ça va dans ton sens. Ça veut dire qu'il y a une capacité, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une capacité à générer de l'émotion. Le jour où on donnera de vraies émotions aux IA, elles te feront de l'art. C'est-à-dire, elles te feront des choses qui auront de l'esthétique, de la technique, etc., mais qui traduira leurs propres émotions. Entre guillemets, émotions. Mais attends, et ce jour-là, ça sera vraiment là. Mais tant qu'il s'agit... Là, en l'occurrence, ils avaient ingurgité des centaines de milliers de tableaux. Hein. Tu peux trouver ça beau, évidemment. Et on est capable de trouver les triggers qui te font fantasmer sur un truc ou sur un autre, et elle va toutes te les mettre, elle va te faire un tableau qui va te bouleverser. Ouais. Mais tu vois, pour moi, c'est de la statistique. Enfin, c'est de la pub, presque. C'est du marketing. Mais par rapport à ce que tu disais, pour moi, il y a des choses qui me paraissent encore plus profondes. C'est sous-entendu, les ordinateurs quantiques et tout ça, ça va te faire des puissances de calcul phénoménales avec des possibilités phénoménales. Ok, certes. La nature, elle ne fait pas des calculs compliqués. On est en train de découvrir que les abeilles, les bourdons, ont des émotions. Et la nature, elle te fait avec des capacités de calcul hyper simplistes. Prends des termites, prends des fourmis, les termites qui te font des cathédrales, qui sont climatisées, avec l'humidité contrôlée, etc. Là, tu vois, faut pas qu'on passe son temps à se dire plus on aura des puissances de calcul grandes et le quantique va nous en apporter plus ça nous permettra d'approcher la nature. La nature, elle fait complètement autrement. Et elle fait des choses simples. Ce que je pointe dans le quantique, c'est voilà exactement. Ouais. Ce que je pointe dans le quantique, c'est pas tant la capacité de calcul, j'ai bien compris. Que la capacité du quantique à être à la fois, comme dans l'expérience de Young avec les deux fentes, une particule et une onde. Luc, j'ai parfaitement compris, mais je suis pas sûr que tout le monde comprenne ça quand on entend parler de quantique. La particule et l'onde, non, c'est moins clair que la peste et le choléra. Je suis largué. Vas-y, Luc, si tu peux le dire simplement. Pour l'expliquer en 2 phrases, le principe des molécules ou des atomes ou des entités essentielles, y compris compliquées d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut aller jusqu'à des molécules dans la physique quantique, c'est d'être à la fois un individu, c'est-à-dire une entité autonome, et à la fois une partie de quelque chose plus grand qui est une onde. Et que tant qu'on n'a pas visualisé ou comptabilisé cette particule, elle est une onde, et donc on ne sait pas où elle est. Et au moment où on l'observe, elle se cristallise, si j'ose dire, et elle prend une position. Mais ça, c'est lié à l'observation, en fait. Et donc cette capacité à être soi est partie d'un tout. C'est ça qu'amène le quantique, que ne permet pas notre fonctionnement newtonien qui tient la physique depuis plusieurs centaines d'années aujourd'hui. Hein, pareil, je suis assez newtonien dans mon approche. Oui. Pareil, ça ne nous a pas échappé. On va faire le alors, newtonien. Dans le même temps, de manière, alors cette fois-ci beaucoup plus triviale, mais dans le même temps, j'ai trouvé intéressant aussi ce que nous dit donc Microsoft. Microsoft vient de cesser le développement et la vente d'outils de reconnaissance, alors là, de nos émotions, à partir de la reconnaissance faciale, et va plus largement limiter la portée de ces technologies. Des experts à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, dit Microsoft, ont souligné l'absence de consensus scientifique sur la définition des émotions et les préoccupations accrues en matière de confidentialité autour de ce type de capacité. Il y avait en plus, ajoute-t-il, des biais culturels
l'expression des émotions étant différente Évidemment. selon les différentes cultures qui les expriment. C'est un sujet de plus sur lequel Microsoft recule sur la... Ils reculent, ils ne font pas preuve de responsabilité, parce que reculer, c'est négatif. Ah oui, voilà, c'est ça. Non, mais moi, je trouve ça très bien. C'est une reconnaissance qu'il n'y a pas d'issue en la matière. Effectivement, selon les cultures, les signes du visage sont très différents, les signes corporels peuvent être interprétés de manière très différente, et donc ça ne marche pas. Mais plus globalement, il y a quand même une volonté de la technologie de vouloir épier tout ce que fait l'homme dans toutes ces circonstances, et c'est assez intolérable lorsque ça va sur ces dimensions-là. Et donc je pense que là aussi, la jurisprudence devra mettre des barrières, devra arrêter les choses. Parce que sinon, on installe des millions de caméras, des centaines de millions de caméras chaque année sur la planète, et donc il n'y aura plus du tout aucune espèce d'intimité ou de capacité à échapper à Big Brother. Et donc ça, je pense que pour des firmes comme Microsoft, ils ne devraient pas attendre d'en arriver là pour poser les principes d'éthique que Bruno évoquait, qui me semblent tout à fait fondamentaux, et qui aujourd'hui manquent définitivement, parce qu'on ne peut pas... Oui, mais rends-leur hommage quand même, Luc. Je l'ai fait, j'ai commencé par ça. Il y a tellement de mal à dire du bien de Microsoft. Non, mais c'est pas ça, mais c'est... Au tout début, c'est vrai qu'au tout début, on a noté, c'est vraiment l'incipit. Grand pouvoir, grande responsabilité, et je trouve que sur la course effrénée à la productivité, on loupe un peu des étapes fondamentales, et c'est dommage. Voilà. Mais c'est pareil, moi j'ai entendu deux choses là-dedans. La question éthique, c'est pas bien, etc., etc. Et la question, en fait, on n'y arrive pas bien scientifiquement et technologiquement. Donc je sais pas lequel est le véritable moteur. Parce T'as raison, Bruno. T'as raison. La réponse est dans ta question, cher. C'est-à-dire que c'est parce qu'ils n'y arrivent pas technologiquement. Évidemment. Pour toi, ils n'ont aucune responsabilité éthique d'aucune sorte. Non, mais c'est totalement caricatural de le dire comme ça, mais c'est juste, il faut attendre que le marché se révolte pour que la barrière se dresse. Je trouve ça dommage. Voilà, c'est tout ce que je dis. Oui, et puis c'est pas incompatible. Puis surtout, il y a eu tout un débat en plus aux États-Unis sur les différences de traitement entre les personnes, parce qu'ils peuvent le faire aux États-Unis, les personnes blanches, noires, asiatiques, et donc le fait qu'ils soient pas capables de faire la même chose ou qui se plantent beaucoup plus, par exemple, sur des visages asiatiques que sur des visages ariens classiques aux États-Unis, sur lesquels ils ont fait énormément de développement. Forcément, la société ne pouvait pas, à juste titre d'ailleurs, l'accepter, en disant vous ne pouvez pas faire quelque chose qui soit en fait orienté sur un type racial. Donc, alors on dit caucasien. Oui. Caucasien. Ouais, arien, on a arrêté de le dire. Arien, on a arrêté. Là, je suis sûr que t'étais pas né. Tu vois. Voilà, c'est ça. Elle est tranquille, mais c'est sûr. Voilà. Oui. Et on se souvient qu'il y avait eu. Alors, Apple avait été au cœur d'un scandale en Chine, puisque les systèmes automatiques, en fait, n'ouvraient pas les portes pour les visages asiatiques. Ils ne reconnaissaient pas les visages asiatiques. Bon, on a fait le tour de ce sujet passionnant, Bruno. Il n'y a qu'à voir le sourire dans les analyses d'émotions, parce que ça illustre très bien tout le sujet. 80% des sourires ne sont pas du tout des sourires de joie. Et donc c'est très facile pour un ordinateur de voir si la personne sourit ou pas. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est contente, qu'elle est heureuse, etc. On est d'accord. Et il y a des pays où c'est encore moins que d'autres. C'est hyper compliqué, ces sujets-là. C'est formidable. Ouais. Juste parce que ça nous amène quand même à un petit coup de la tech. Alors, on en a parlé hier, c'est un chiffre que j'ai découvert. Je ne sais pas s'il était connu, ce chiffre, Wilfried. Les pertes cumulées d'Uber. Donc, on a déjà parlé. Donc, 25 milliards de dollars de pertes cumulées. Oui. Très franchement, tu vois, on défend l'économie de marché, le système capitaliste, la libre concurrence, l'ensemble de ce dont on pense que ça fait la croissance. Quand tu soutiens un truc à ce niveau-là, 25 milliards de dollars, je me dis qu'il y a quelque chose de profondément, mais c'est le bouquin de Thomas Philippon, il y a quelque chose de profondément vicié dans ce système avec des primes d'aléa morale qui sont aujourd'hui considérables. C'est vrai, mais là on prend en fait en exemple, je pense, le mauvais exemple. C'est-à-dire, c'est une boîte qui est cotée. Et donc, elle a fait l'effort de cette transparence. On sait ça, justement. On est totalement capable de calculer le fait que ils ont dépensé un certain nombre d'argent qui sont effectivement insolvables dans un certain nombre de cas. Mais tout ceci, en fait, fait partie d'un calcul de risque. Moi, j'ai beaucoup plus de mal avec, par exemple, les affaires du type WeWork, où avant d'être coté, c'est la cotation qui a déclenché toute l'affaire. C'est-à-dire qu'avant d'être coté, en fait, dans l'opacité la plus absolue
de quelques chambres de conseil d'administration, des gens décidaient en fait de dépenser de l'argent de fonds d'investissement avec des véritables personnes derrière pour financer des business models qui n'avaient aucun sens. T'es pas sur 26 milliards de dollars mais de WeWork, pertes. bien sûr que si. Oui, mais parce que tu prends tout l'actif immobilier, mais tu as de l'actif immobilier en face quand même. Non, c'est pas comparable. WeWork, il n'y avait rien en face. Il n'y avait quasiment rien en face. C'était du leasing. Il n'y avait pas d'actifs. Il n'y avait rien. Enfin, c'est des choses qui sont ahurissantes. En fait, il y a beaucoup plus de problématiques liées à l'argent illimité qui se sont développées dans le secret du non-côté. Mais oui, mais c'est le même côté. sujet, c'est du soutien abusif. Et donc, c'est de la destruction de concurrence, en fait. Là, en l'occurrence, c'est pas abusif parce que c'est ouvert. La destruction de concurrence... c'est abusif. En fait... tu détruis complètement, tu détruis toute possibilité de concurrence quand tu es en capacité de donner tellement de fonds à une seule entreprise, surtout dans le service. C'est le véritable problème d'avoir cassé la référence du prix du risque et du prix du temps à un moment donné. C'est-à-dire qu'en fait, tout devenait possible. Et donc, il y avait tellement d'argent disponible que globalement, effectivement, on a tordu des dispositifs qui devaient être des dispositifs de concurrence et on a cassé des modèles qui étaient de véritables modèles pertinents en finançant d'autres modèles qui ne l'étaient pas. C'est tout à fait vrai. Mais en fait, à partir du moment où vous faites le choix d'être public, ça finit par se voir. Il y a au moins un calcul. Quand ce n'est pas le cas, c'est là où j'ai un véritable énorme problème. C'est là où, moi, mon angoisse profonde, c'est qu'est-ce qu'il y a véritablement derrière énormément de sociétés qui ont été financées, où l'objectif, en gros, c'est de faire de tour de table en tour de table et de cramer de plus en plus. Mais oui. Au moins, quand vous êtes coté, à un moment donné, votre cours descend de 90%, on se rend compte qu'il y a un problème, quoi. Alors que Luc, sinon, il m'a dit que tu n'étais pas d'accord avec mon émoi. Oui, je ne suis pas d'accord. Alors, pour les raisons que Wilfried a très bien indiquées, effectivement, c'est une boîte qui est publique, dont on peut acheter les actions. Donc, si elle doit s'effondrer, elle s'effondrera. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ensuite, si on regarde précisément quand est-ce qu'il y a des pertes d'argent, il n'y en a pas chaque année déjà. Donc, c'est un business qui peut être à l'équilibre et qui peut même générer du profit. Une seule année de profit. Sur toute l'histoire d'Uber, une seule année de profit. C'est une entreprise jeune. Et qui est basé sur un modèle de scale, et donc le modèle de scale, on y est. Et en plus, ils ont fait des investissements gigantesques pour devenir numéro 1 mondial partout, y compris en Chine avec Didi. Et d'ailleurs, la principale source de leurs pertes récentes, c'est justement la dépréciation sur le marché chinois. Donc moi, je ne suis pas très inquiet pour cette société. Je pense qu'ils ont créé un nouveau marché. Ah non, moi, c'est pas ça mon sujet, Luc. C'est pas d'être inquiet ou pas sur cette société. Ben non. Moi, mon sujet, c'est la concurrence. Moi, mon sujet, c'est que cette société, financée tant et bien, a mis par terre l'ensemble de ceux qui auraient voulu à un moment ou à un autre se dresser contre elle et qui auraient peut-être été plus efficaces. Moi, mon sujet, c'est la concurrence. Et l'Amérique est en crise de concurrence, Thomas Philippon l'écrit très justement, du fait de ces financements abusifs. Alors lui, mais vraiment, lisez son bouquin, j'en ai fait la pub tant et plus sur cette antenne. À la fin, c'est le financement des campagnes électorales. À la fin, c'est le système politique américain. À la fin, c'est ça. C'est vraiment le crony capitalisme dans ce qu'il a de plus mortifère pour l'économie américaine. Mais encore une fois, moi, c'est là où je dis le politique doit reprendre ses droits. Si le politique n'est pas foutu de réguler un espace économique qui s'appelle l'Europe, et tant pis pour lui, et tant pis pour les Européens, et tant pis pour nous, et tant pis pour les entrepreneurs français et européens. Et c'est bien malheureux, moi qui défends depuis plus de 30 ans maintenant, le fait qu'on a besoin d'avoir une économie, une innovation en Europe qui soit une alternative réelle et d'orienter notamment les dépenses publiques, qui sont à peu près nos impôts, vers ces acteurs européens. Donc on n'a pas été foutu de le faire, on n'est pas foutu de réguler les acteurs de la tech. Uber en est un, parmi d'autres. C'est pas le plus visible dans la tech, mais c'est un acteur de la tech. Et donc voilà, moi je reviens aux politiques. C'est là que le politique doit faire quelque chose, et certainement pas sur les soults dont on a parlé initialement. Et les États-Unis connaissent régulièrement ce genre de phase. C'est-à-dire que quand on voit il y a un peu plus d'un siècle, à la fin du 19e siècle, il y a un âge qui s'appelle le Gilded Age. Oui, mais bien sûr. Que certains appellent l'âge d'or. C'est pas vrai. Hein. C'est l'âge
TOC, en TOC. Gilded, c'est pas Golden, hein, c'est en TOC. C'est en fait tous les premiers conglomérats qui effectivement avaient une telle puissance qui disaient, pareil, qui disaient aux politiques, vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Bah, bien sûr. Voilà. Et donc il a fallu effectivement que progressivement le politique reprenne. On l'a fait sur le pétrole, on l'a fait sur le chemin de reprenne la fer, main. on l'a C'est ce fait qu'on sur attendait les de Biden. télécoms. Quand Biden est arrivé, Et pas sur la tech. nomination de la nouvelle présidente de la commission de la concurrence aux États-Unis, son homologue au département de la Et justice. puis, Voilà, 13 aussi. Là. Bon, force est de constater que pour Il s'est rien l'instant, passé. il ne se passe Il pas se passe grand-chose. rien. Ouais, Voilà. absolument. Est-ce que c'est... Bruno, tu as un mot à dire là-dessus? Parce qu'après, j'avais une question Non. à Wilfried. Luc dit, en fait, c'est un peu tant pis pour les politiques européens s'ils ne sont pas capables de. Mais là, c'est l'Amérique, le Oui, sujet. mais, non, mais il parle de ça. Ça nous retombe sur nous, peuple européen, et les politiques. non, mais je suis cynique quand je dis ça, je suis désolé. Hein. Ouais, C'est une catastrophe. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas en train de s'améliorer, les politiques, et du coup. Non, et puis là, on voit avec la guerre ukrainienne la montée en puissance des États-Unis qui est déjà énorme sur l'Europe. Enfin, c'est considérable. Ouais, Donc on est totalement j'ai la même vassalisé réaction qu'on a déjà à eu tout point de sur vue. le Hein. sujet. Moi, je suis déçu par la réaction des Français, des Allemands, etc. etc. Et finalement, la réaction des Anglais me plaît mieux. Hein. Ah, tu parles de la guerre en Ukraine, là? Ouais. Oui, mais alors là, c'est un autre sujet. Oui, oui. Bah, on en reparlera quand on se reverra, Ouais, mais je trouve que c'est quand on se reverra en septembre. C'est-à-dire que finalement, nous, on est dans le rationnel pur en Europe. Et Oui, mais là, comme je suis pas du tout d'accord avec toi, ça nous emmènerait dans un débat D'accord. certes intéressant, mais peut-être un peu trop long. Tu vois, voilà. une autre fois. Non, Wilfried, j'ai lu à droite à gauche, donc il y a, c'est quoi, c'est 30% de baisse sur le Nasdaq depuis... Un peu moins, mais c'est ça. Ouais, voilà, c'est à peu près ça. Ouais. Et j'ai lu Too Big to Fail pour c'est ce qui était à l'origine sans doute de la crise bancaire de 2007-2008, mais maintenant pour les GAFA et pour les géants de la tech. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? C'est-à-dire que là, voilà, les gars ont acquis une telle puissance systémique, comme on le disait des banques, qu'il est hors de question qu'elles s'effondrent parce que ça mettrait par terre l'ensemble de l'économie. En fait, je pense que le marché aujourd'hui fait le tri, justement, y compris à l'intérieur du Nasdaq, surtout à l'intérieur du Nasdaq, entre les sociétés qui sont solides, profitables, avec un bon bilan, et y compris d'ailleurs en faisant effectivement des pratiques concurrentielles parfois peu recommandables, mais en tout cas qui ont une viabilité et une qualité de résultats qui est sans doute, qui est sans interrogation particulière, Ouais. et les autres. Ouais. Donc effectivement, on a, même sur ces boîtes-là, on a des baisses de 15-20%. Quand vous regardez Microsoft, Apple, vous avez des baisses. Mais quand vous regardez même Meta, par exemple, donc anciennement Facebook, vous êtes plutôt sur 45% de baisse. Et voilà, c'est ça, d'accord. Quand Donc vous il y a allez... discernement. Exactement, vous allez sur Zoom ou Netflix, c'est 80%. Voilà. Et donc, en fait, tout n'est plus possible. Et effectivement, il faut distinguer les méga géants, mais peut-être que, y compris à l'intérieur des GAFAM, on va distinguer. On va distinguer. C'est pas pareil d'être Meta Et d'être Google, ouais, et d'être c'est Google. clair. C'est pas pareil d'être Amazon et d'être Apple. Voilà, il va falloir. Parmi Ouais, les- Luc, mais fais court parce que je voudrais qu'on parle de ton entreprise Non, mais régénératrice. parmi les grands, il n'y a pas qu'une analyse financière, je dirais, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais factuelle ou bête et méchante. Il y a aussi, c'est quoi le projet des boîtes? Quelle est l'éthique? Est-ce que je travaille sur les données personnelles? Et comment ça va se valoriser à l'avenir? Et je pense que là, il y a des lignes de fracture extrêmement fortes qui sont en train d'apparaître. Et il y a des business models qui sont très à risque parce qu'ils sont basés sur des choses que les populations n'acceptent pas. Mais ça se voit dans les cours d'ailleurs. Ça se voit dans les cours. Absolument. Et notamment, alors, tu Ouais. penses à Google, c'est-à-dire notamment le targeting publicitaire. Voilà, et puis il y a Apple qui est en face et qui fait même sa pub Ouais. en chevalier blanc. On se souvenait clair. du Google qui allait dans les conférences en disant que not evil. Don't be evil. On est pour le bien. Et puis maintenant, c'est Apple qui fait exactement la même chose sur les données personnelles, la Moi, je sécurité, protège vos données personnelles. etc. Et donc c'est très intéressant. Ils ont raison. Luc, Très intéressant. il reste 5 minutes. L'entreprise régénératrice. Qu'est-ce Voilà. que c'est que l'entreprise régénératrice, sommet que tu organises début du mois de juillet? Voilà, donc le jeudi 6 au soir et le vendredi 7 juillet chez Bivouac à Paris, rue Rossini. On va remettre d'ailleurs les awards de l'entreprise régénératrice le jeudi soir. On va se poser la question de l'impact systémique écologique sur les business models. Et on va essayer de faire ça en enlevant nos lunettes de bisounours
pour écouter des boîtes super contentes de se regarder le nombril en disant on est bon, on a un plan CSR, RSE, on est engagé sur les accords de Paris, sur les ODD, etc. Et se dire ok, l'entreprise régénératrice, c'est un sacré défi. Moi, je pense que s'il y en a, elle se compte sur les doigts peut-être des deux mains. Régénératrice, Régénératrice, elles sont vraiment net zéro, quoi. Voilà, elles sont vraiment net zéro, elles ont un impact. Elles aident à la décarbonation. Elles ont un impact positif. Alors, sur le point de vue écologique, mais aussi le point de vue social. C'est-à-dire qu'on intègre, si vous voulez, à une comptabilité qui serait extended, qui serait très large de l'entreprise, son impact social et environnemental. C'est-à-dire s'il y a des burn-out, des hospitalisations, des RPS, etc., combien ça coûte à la société, est-ce que l'entreprise est capable de régler ça? Et s'il y a des impacts environnementaux, est-ce que l'entreprise est capable de régler ça pour passer, si je fais très schématique, d'une économie où je vends un maximum de produits avec une obsolescence programmée à quelque chose où je suis plutôt sur une économie de services, d'utilisation, de recyclage et de filière. Voilà. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce qu'on en a trouvé? Donc on va remettre des awards à quelques sociétés qu'on a trouvées qui sont particulièrement exemplaires. Et je me suis fait importante parce qu'il faut qu'elle soit grande quand même. C'est facile pour une petite boîte. Non mais on est d'accord. Je me suis fait fort de chercher des gens aussi dans des industries et pas uniquement des boîtes de services, parce qu'évidemment quand vous manipulez du papier et des idées, c'est quand même assez facile de décarboner, vous faites un zoom et on n'en parle plus, donc on n'est pas là-dessus, et on va essayer d'éclairer vraiment de manière crue qu'est-ce qui se passe. Et puis quand vous voyez les jeunes diplômés d'AgroParisTech, de Polytechnique et d'HEC, en tout cas quelques-uns d'entre eux qui expliquent. Alors, une demi-douzaine d'entre eux. En ce moment, on voit des tribunes, qui viennent à rebours, qui expliquent non, justement, nous sommes des ingénieurs, et c'est un ingénieur qui vous parle, et on est là pour trouver des solutions. Et si on capitule avant même d'avoir mené le combat, on ne sert à rien dans la société. Moi, je suis persuadé que les ingénieurs ont des solutions à amener et que l'économie, c'est un acteur politique à condition qu'elle accepte ces challenges-là, sociaux et environnementaux. Et donc, c'est ça qu'on va éclairer, sans complaisance, mais avec bienveillance, avec des vrais acteurs économiques, et se dire, est-ce qu'on est tous foutus? La solastalgie, la déprime de ceux qui pensent que la solastalgie. Solastalgie. Voilà. J'ai encore appris un truc. Tu apprends encore un mot. Solastalgie, c'est la déprime des gens qui ont compris que l'impact écologique est fatal et qu'on est cuit. Et donc, moi, tu me connais, je fais partie de ceux qui pensent que rien n'est perdu et que par contre, il va falloir être très fort pour trouver les solutions. Une seconde. Too last to fail, ça me fait penser à la une de... Too big to fail. Too big to fail. Ouais. Ça me fait penser à la une du Time dans les années 2007, je crois. Nokia, 1 milliard de clients, too big to fail. Ouais. Oui, mais le too big to fail, c'était les banques, tu sais. Ouais. Et finalement... Elles étaient, en fait. On n'aurait peut-être pas dû se dire que tiens, on peut essayer d'en morfler une, on va voir ce que ça fait. Tiens, zut. Bon, les gars, merci infiniment. J'espère évidemment vous retrouver la saison prochaine. J'espère vous retrouver la saison prochaine. Aurélie Planex sera là demain et puis donc durant tout l'été, rediffusion passionnante de l'ensemble de nos débats. Bonnes vacances à vous.